La politique, dernier conseil des ministres ce matin, avant quelques jours de vacances pour les membres du gouvernement. On retrouve Thierry Curtet à l'Elysée. On l'a vu dans les sondages, l'état de grâce semble terminé pour Emmanuel Macron. Fini l'euphorie des premières semaines. Alors le gouvernement est-il sous tension ? En tous les cas, ces vacances, cette petite pause estivale est attendue avec impatience par tous les ministres. Car c'est vrai, vous l'avez dit, les sondages depuis quelques jours, depuis quelques semaines ont commencé à plonger. Sans doute la faute d'un sentiment d'improvisation sur des dossiers comme la CSG, comme les APL ou comme la taxe d'habitation. Ajouter à cela un certain nombre de couacs à l'Assemblée nationale. Et cela provoque beaucoup de tensions pour des ministres souvent assez inexpérimentés qui sont assez peu habitués à vivre avec autant de pression. Alors cette pause estivale, pendant cette pause estivale, les ministres devront rester joignables, en contact avec leur administration. Ils partent tous avec des devoirs de vacances, leurs lettres de cadrage qu'ils ont reçues juste avant de partir et qui toutes demandent des économies à trouver à la rentrée. Cela, c'est pas facile. Alors pour que le gouvernement fasse corps, Emmanuel Macron a invité hier soir l'ensemble des ministres, l'ensemble des secrétaires d'État et leurs conjoints pour que le gouvernement reste un pack qui puisse conquérir l'opinion publique, notamment à la rentrée. Merci Thierry. Les ministres sont donc en vacances avec, pour consigne, on vient de l'entendre, de ne pas trop s'éloigner de Paris. Ils doivent pouvoir rejoindre rapidement leur ministère. Astrid Mesmorian avec David Dameda. Un dernier conseil des ministres pour la route, des vacances. Enfin libre, mais pas pour longtemps. 18 jours de repos après des mois où la politique a tout dévoré. Madame ? Officiellement pas de consigne, mais un peu quand même. Les ministres vont partir sur la période de 2 semaines entre les 2 conseils des ministres qui sont programmés, avec comme nécessité de pouvoir être immédiatement disponible à tout moment pour prendre les décisions qui s'imposent et de pouvoir se rendre rapidement dans leur bureau à Paris. Les destinations qui font rêver chacune et chacun seront exclues pour chacun des ministres. Seule dérogation kilométrique pour Annick Girardin, la ministre des Outre-mer s'envole pour son île de cœur, Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les autres, si ce n'était pas clair, cette petite circulaire du Premier ministre vient préciser les choses. Les ministres doivent fournir leur date de congé, leur adresse, ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques qui permettent de les joindre. Alors où iront-ils? Le Var et le Lot-et-Garonne pour Édouard Philippe, les Pyrénées pour Bruno Le Maire. Sous l'ère Hollande, l'île-Dieu était la destination phare. Les macronistes lui préfèrent la Corse. 8 membres du gouvernement sur 29 y poseront leurs valises, dont Benjamin Griveaux ou Marlène Schiappa. Ce sera la Bretagne pour Jean-Yves Le Drian et Gérald Darmanin. Le président Macron a lui choisi la résidence de la Lanterne attenante au château de Versailles. Quid de ceux qui restent? Jean-Michel Blanquer ne prendra pas de vacances, il prépare sa première rentrée scolaire. À l'agriculture, Stéphane Travert non plus. Au programme pour lui, les états généraux de l'alimentation. Idem pour Laura Flessel au sport, elle défend la candidature de Paris au JO 2024. Pendant les vacances, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, encourage ses collègues à lire des romans pour sortir de l'urgence du quotidien. Rentrée le 28 août. Objectif d'ici là, après les premières alertes dans les sondages, ne pas donner l'impression de relâchement total, bref, le contraire des vacances. Oui, des vacances qui seront donc courtes et studieuses car la rentrée s'annonce chargée pour l'exécutif. Réforme du Code du travail, plan d'économie du budget de l'État, autant de mesures en préparation qui ne sont pas forcément très populaires. On fait le point sur les grands dossiers de la rentrée avec Magali Boissin. Dès la rentrée, le gouvernement aura plusieurs dossiers périlleux sur la table, avec d'abord la réforme du Code du travail. Plafonnement des indemnités au prud'homme, primauté des accords d'entreprise, tout sera dévoilé dans la publication des ordonnances le 31 août. Les syndicats et une partie de l'opposition appellent déjà à des manifestations. Autre dossier sensible, la préparation du budget 2018 avec une priorité selon le gouvernement. On va d'abord tailler dans les impôts, c'est-à-dire qu'on va baisser les impôts. Et je le dis sans hésiter, nous voulons baisser les impôts parce que nous pensons qu'il y a un sujet de trop grande pression fiscale dans ce pays. 11 milliards d'euros de baisse d'impôts dès l'an prochain. Au programme notamment réforme de l'ISF et suppression de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables. Baisse des cotisations aussi pour les salariés, en échange d'une hausse de la CSG. Un budget qui fixe un plan d'économie drastique. 20 milliards d'euros en 2018, des ministères priés de se serrer la ceinture
et un coup de rabot, par exemple, sur les allocations logement. Enfin, pour le gouvernement, la rentrée scolaire s'annonce compliquée. Objectif en zone prioritaire, des classes de 12 élèves maximum en CP. Toutes les communes n'y parviendront pas, reconnaît déjà le ministre de l'Éducation nationale. L'actualité à l'étranger et cette nouvelle escalade dans les relations diplomatiques déjà très tendues entre la Corée du Nord et les États-Unis. Donald Trump promet, je cite, le feu et la colère. Immédiatement après ses propos, Pyongyang a menacé de tirer des missiles près d'une base américaine dans le Pacifique. Diane Schlinger. Pour l'instant, c'est une guerre des nerfs et des mots. En vacances dans le New Jersey, Donald Trump vient d'employer un ton particulièrement martial envers la Corée du Nord. La Corée du Nord ferait mieux de ne pas proférer la moindre menace envers les États-Unis. Sinon, il leur sera répondu avec le feu et la colère, d'une puissance que le monde n'a jamais vue. Réponse immédiate de la Corée du Nord. Sur la télévision d'État, Pyongyang se dit prêt à une guerre totale. La force stratégique de l'armée populaire de Corée examine désormais avec soin un plan opérationnel en vue d'un tir près de l'île de Guam avec des fusées balistiques de moyenne à longue portée. L'île de Guam est une île américaine au milieu du Pacifique. Elle abrite une importante base militaire et aérienne, avec 6000 soldats, des bombardiers et des sous-marins. Un lieu stratégique pour les États-Unis dans la région. Des menaces prises très au sérieux. Mardi, le journal Washington Post révélait un rapport confidentiel sur les progrès réalisés par les Nord-Coréens. Ils auraient réussi à suffisamment miniaturiser leurs bombes nucléaires pour les placer sur des missiles longue portée. Et le dictateur Kim Jong-un disposerait de 60 bombes atomiques. Jusque-là, l'administration américaine, elle, a toujours favorisé la voie diplomatique et l'adoption de sanctions économiques. À l'étranger, toujours en Chine, un puissant séisme de magnitude 6,5 a frappé hier soir la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays. Il y a au moins 13 morts et 175 blessés, selon un bilan provisoire. Au cœur de la zone touchée se trouve un parc national très fréquenté par les touristes. Un Français figure parmi les blessés. On revient en France où, vous le savez, la sécheresse fait des dégâts cet été. Nous devons mieux gérer nos ressources en eau. C'est le message martelé par Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique. Plus de 80 départements ont pris des mesures de restriction. Reportage dans l'Ain où les habitants et les agriculteurs doivent s'organiser. Maëva de Froyenne avec Jean-Claude Martin. Dans le lit de cette rivière, il ne reste plus qu'un filet d'eau. C'est pourtant l'une des sources indispensables à la région. Roger Maty connaît bien le pays de Gex. Président d'une association de pêche, il dresse un constat alarmant. Alors, on vient de traverser la rivière, je suis en basket, et je n'ai pas du tout les pieds mouillés. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour une rivière qui est la colonne vertébrale de toutes les rivières du pays de Gex. Dans cette zone de l'Ain, limitrophe avec la Suisse, la pression foncière, les pompages qui s'intensifient, mais aussi le manque de neige et de pluie, sont les causes de la sécheresse. La conséquence, elle est surtout dans la vie aquatique, quelque part. La vie aquatique disparaît totalement, parce que d'ici un mois, il y aura carrément plus d'eau. Depuis près d'un an, le déficit pluviométrique est de 40%, si bien que la préfecture a mis en place au début du mois un arrêté limitant l'utilisation de l'eau au maximum. Arroser son jardin, remplir sa piscine ou laver sa voiture est désormais interdit. Je pense que en ce moment, vu qu'il fait très chaud et qu'il n'a pas plu assez, oui, je trouve que c'est tout à fait justifié. Je n'arrose jamais mon jardin de toute façon, donc voilà. La voiture, oui, c'est justifié, je pense. Cet agriculteur a dû s'adapter à la sécheresse. Il a remplacé le maïs, trop gourmand en eau, pour cultiver la luzerne, plus économe, et envoie ses bêtes en alpage plus longtemps. On constate que les années sont de plus en plus sèches, effectivement. On a des prés dans des marais, je dirais, et cette année, on a pu faucher l'ensemble des marais sans s'enfoncer, ce qui prouve que la nappe s'abaisse de plus en plus. Des ressources en eau fragiles et extrêmement sollicitées. 87 000 personnes vivent aujourd'hui dans le pays de Gex. En 2030, la population devrait s'élever à 120 000.
Les sports, avec le triomphe inattendu de Pierre-Ambroise Bosse au bout d'une dernière ligne droite époustouflante. Il est devenu champion du monde du 800 mètres hier soir à Londres. C'est le sacre d'un athlète qui détonne par sa bonne humeur et ses facéties dans le monde de l'athlétisme. Avant de retrouver le héros en direct de Londres, les images de l'exploit, Arnaud Ursule et Loïc Wex. Le refrain a résonné une bonne partie de la nuit. De retour à l'hôtel de l'équipe de France quelques heures après son exploit, Pierre-Ambroise Bosse retrouve ses proches. Le nouveau champion du monde du 800 mètres tombe dans les bras de sa maman, encore incrédule. Je ne réalise pas du tout. Il nous fait vraiment un très beau cadeau, un très très beau cadeau. On est très heureux pour lui, il a mérité tellement cette médaille, il a tellement travaillé, on est vraiment très très fiers. En finale de l'épreuve du 800 mètres, ils sont 8 à rêver du haut de l'affiche. Pierre-Ambroise Bosse ne part pas favori. Dans le dernier tour, il n'occupe d'ailleurs que la 5e place. À 250 mètres de l'arrivée, le coureur français tente le tout pour le tout et accélère. Il remonte tous ses adversaires. On se dit alors qu'il est parti trop tôt et trop vite. Le pari est osé, mais finit par payer. Champion du monde! Champion du monde! 1 minute 44 secondes, 67 centièmes. Pierre-Ambroise Bosse n'y croit pas lui-même. À 25 ans, il décroche le premier titre mondial de sa carrière. C'est la victoire de l'audace. C'est aussi le succès du duo qu'il forme avec son entraîneur. Et quand on connaît le truc, c'est con en fait. C'est tout con. Il suffit de gagner. J'avais oublié comment ça se passait de gagner. Ça faisait longtemps. Hein. Bravo, un athlète haut en couleur, Pierre-Ambroise Bosse, offre à la France la première médaille de ces mondiaux. Et on vous retrouve, Pierre-Ambroise Bosse, en direct de Londres. Vous avez fait vibrer la France hier soir. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez franchi la ligne d'arrivée victorieusement? On a vu que vous aviez du mal à réaliser. Ouais, bonjour. J'ai ressenti un sentiment que j'avais jamais ressenti auparavant. J'ai l'impression qu'on m'avait planté une épine d'adrénaline et je comprenais pas si c'était vraiment la réalité ou on m'avait fait une mauvaise blague en fait. Donc je me suis pincé assez fort pour comprendre que c'était vraiment ce qui m'arrivait. Donc voilà, c'est assez incroyable. Racontez-nous justement cette fin de course incroyable. Vous avez attaqué à environ 300 mètres de l'arrivée. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? On vous a même vu regarder le grand écran dans les tout derniers mètres. Ouais, bah c'est une de mes forces d'attaquer au dernier 300. Je sais que tactiquement, c'est pas mauvais de faire ça. C'est dans les écoles du 800 mètres. Je l'ai déjà expérimenté, ça a déjà marché. J'ai déjà fauté en faisant ça. Donc à ce moment-là, il ne se passe pas grand-chose dans ma tête, juste, comme vous l'avez dit dans votre sujet, beaucoup d'audace, de détermination. Je ne savais pas si ça allait suffire. Et puis en même temps, je les voyais se battre entre eux quand je les ai dépassés. Je me suis dit, c'est peut-être l'opportunité idéale. Le 800, c'est ça en fait, c'est sentir à quel moment on peut partir. Et c'est comme si les étoiles s'étaient alignées au bon moment pour me faire gagner. Mais on refait la course, ça se trouve, je fais 5e. On la refait une autre fois, je fais 8e. Voilà, ça se trouve, sur 100 fois, c'est comme à la roulette. Le 0 va tomber 5 fois d'affilée ou il va jamais tomber. Ça dépend du croupier. Et l'histoire est belle, hein, car vous avez été blessé cette année, vous avez décroché votre qualification in extremis. Finalement, vous avez abordé cette finale sans pression. C'est aussi ça la clé de ce succès? Non. Là, vous avez vraiment tort. J'ai jamais été aussi nerveux que pendant ce championnat. Alors c'est vrai que dans les derniers moments à l'échauffement, j'ai même dit à mon coach, je vais te faire un tour de magie tout à l'heure, mais plus pour rigoler, pour détendre l'atmosphère. C'est vrai que j'ai du mal à dormir depuis 4-5 jours. Je suis très nerveux et ça vient de mon hyperactivité. On aurait pu penser qu'effectivement j'arrivais avec un statut d'outsider, donc j'avais rien à perdre. De toute façon, tout à gagner. Mais c'est facile à dire, très difficile à faire. Donc voilà, non, c'est pas ça le secret. Le secret, c'est vraiment voilà, que je suis arrivé avec toute l'animosité que je voulais enfin donner dans les courses, celle qui me ressemble dans la vie en général. Et je me suis retrouvé en tant qu'homme dans ce championnat et je suis vraiment très fier de ce que j'ai accompli.
Merci beaucoup Pierre-Ambroise Boss et encore bravo pour votre tout premier titre mondial. Et c'était vraiment une belle soirée pour l'athlétisme français puisque Renaud Lavillenie a décroché le bronze au saut à la perche, sa 5e médaille lors des 5 derniers championnats du monde. C'est l'Américain Sam Kendricks qui a remporté l'épreuve.